Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bienvenue à tous dans cet épisode d'Horizon Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Cazodéor, psychobiologue et auteur de Éduquer votre cerveau. Dans cet échange franchement fascinant, nous allons plonger au cœur du fonctionnement du cerveau et découvrir comment il peut nous aider à transformer notre vie. Sébastien nous expliquera comment notre cerveau opère à la fois dans le champ de la conscience et hors de celui-ci, pourquoi il ne comprend pas le négatif et surtout comment ces mécanismes influencent notre quotidien. Nous parlerons également des comportements automatiques, des cycles répétitifs auxquels nous sommes confrontés et de la manière dont notre cerveau peut être à la fois un obstacle et une clé pour atteindre un mieux-être. Au-delà des explications théoriques, Sébastien nous partagera des outils plus concrets pour réinitialiser nos schémas de pensée et reprendre le contrôle de nos comportements. Que vous souhaitiez comprendre pourquoi certaines expériences semblent se répéter dans votre vie ou comment sortir de votre zone de confort pour évoluer, cet épisode est fait pour vous. Bonne écoute! Bonjour Sébastien. Bonjour Léna. Bienvenue dans Horizon Podcast pour parler du fonctionnement du cerveau et des règles qui peuvent nous aider à changer notre vie. On en a besoin. Tu dis que notre cerveau fonctionne dans le champ de la conscience et hors du champ de la conscience. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors c'est toujours cette idée qui nous traîne même maintenant depuis le XVIIIe siècle de savoir qu'il y a deux éléments qui sont en nous, un je et un moi, systématiquement. Et ces deux éléments ne sont pas forcément en communication directe. C'est-à-dire que notre inconscient va toujours travailler en arrière-plan et on a une conscience qui nous permet de faire l'expérience du monde. Toute la fonction de l'inconscient, c'est de faire l'expérience de la vie et d'en tirer quelque chose. Après, en dehors de ça, qu'est-ce qui gère le cerveau, tous ses fonctionnements, nos comportements, nos décisions et toutes ces choses-là, ça va se passer à un niveau inconscient. Un point de vue neurologique, on a ce qu'on appelle normalement un libre arbitre. Un point de vue neurologique, le libre arbitre n'existe pas réellement. C'est-à-dire qu'on a toujours une réaction qui est passée avant qu'on puisse avoir une action consciente derrière. Donc si on n'est pas capable d'arrêter la réaction inconsciente, elle continue comme si c'était un comportement normal mais automatisé. Et cette réaction inconsciente, finalement, c'est une sorte de base de données, de database avec toutes nos expériences du passé, c'est ça, et ça forme nos croyances. Ouais. On va baser du coup nos comportements actuels sur nos vieux dossiers. Ouais. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'on est un peu victime de notre vie, qu'on répète des mêmes choses, même si Et c'est dans toxique. ces cas-là, on l'a subi. Ouais. La grosse problématique, c'est qu'on a ce qu'on appelle un sens de l'agence, nous autres êtres humains. C'est-à-dire on a la sensation d'être conscient et d'avoir un libre arbitre des choses, même quand ce n'est pas le cas. C'est-à-dire on pense qu'on a pris une décision consciente, on pense que notre réaction elle est consciente, on pense qu'on agit, qu'on a un comportement qui est construit, conscient, intelligent, etc. Alors qu'en fait il est entièrement inconscient, automatisé, on a juste la sensation qui accompagne ça. Donc ça, c'est un des plus grands pièges pour pouvoir exister en conscience, c'est justement ce sens de l'agence qui fait que on fait pas toujours attention et on se laisse embarquer parfois dans des comportements qui sont générés par de vieilles mémoires qu'on traîne depuis l'enfance sur des traumatismes quelconques et on réagit. Après, on se dit c'est quand même étrange que j'ai réagi comme ça, moi je comprends pas pourquoi, j'aurais peut-être pas dû m'énerver, et a posteriori on se fait un petit plan en disant tiens, est-ce que c'était vraiment la meilleure manière d'agir ou de réagir ou de faire les choses. Ça c'est parce que justement on a agi à ce moment-là sur un fonctionnement quasiment automatisé, un conditionnement inconscient. Ouais, c'est fou l'inconscient. Bon, on va parler de tout ça, on va rentrer dans les détails. Mais alors pourquoi le cerveau il ne comprend pas le négatif ? Et comment d'ailleurs cela impacte notre vie ? Alors c'est toujours le principe où quand on dit généralement c'est comme avec un ordinateur ou quoi que ce soit, le cerveau fonctionne toujours 0 ou 1. Et dans l'esprit des gens, on pense que 0 c'est non et 1 c'est oui, ce qui n'est pas le cas. C'est pour le cerveau, oui, le 1 c'est oui, effectivement, l'influx est passé. 0, il n'y a rien qui se passe. Donc soit il se passe quelque chose, soit il ne se passe rien. Donc il n'y a pas de notion de négatif ou de positif, ça c'est une vue de l'esprit. Donc quand on a besoin, nous, à un niveau
langagier, donc il faut qu'on puisse communiquer les uns enfin les uns avec les autres. Donc ça, oui, je veux, mais ça, je veux pas. Donc on est obligé de l'exprimer, sinon on est obligé d'exprimer systématiquement donc on a introduit le négatif dans un effort de langage, mais que le cerveau ne comprend pas à lui. C'est D'accord. toujours la blague habituelle, c'est surtout, surtout, ne pense pas à un éléphant assis dans une tasse de café. Oui, ouais, ouais. Et qu'est-ce qu'il fait le cerveau? Et qu'est-ce qu'il fait le cerveau? Il a entendu une seule chose, éléphant assis dans une tasse de café, et il se dit tiens, ouais, en plus c'est marrant. Oui, voilà, vous avez tous l'image dans votre tête, probablement. En tout cas, au moins d'un éléphant, ouais, c'est clair. Et l'image est intéressante parce que justement c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Il crée ce qu'on appelle un objet mental. Une image mentale, ça devient un objet mental. Et on ne fonctionne qu'avec ça. C'est avec ces espèces de petites briques qu'on finit par construire l'intégralité de notre réalité. C'est-à-dire que quand on regarde un objet, on ne voit pas l'objet. On voit l'objet, plus ce qu'on pense qu'est l'objet est, plus l'émotionnel qu'on a rattaché à l'objet, plus nos expériences qui sont liées à cet objet-là. Donc cet objet, quand je le regarde, je ne vois pas le même objet qu'une autre personne parce que mon objet mental sera différent. Hmm. Ah, c'est Donc on est fou. en train de regarder deux réalités qui sont totalement différentes. Exactement, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne se comprend pas, parce que chacun a sa propre réalité, sa perception de la C'est réalité. exactement ça. Et là, on est en train de parler d'objets, quelque chose de matériel. Si on peut regarder, je prends souvent l'exemple d'un chien. En deux personnes qui regardent un chien ne voient pas le même chien parce qu'il y en a un qui a été mordu quand il était jeune, alors que l'autre, il a toujours eu des labradors. Donc, ils ne voient pas le même chien parce qu'ils n'ont pas le même relationnel à l'objet mental qui se sont construits de ce chien-là. Mais ça, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose qu'on peut quantifier, solidifier, voire toucher. Mais imagine après, quand on commence à rentrer sur des concepts beaucoup plus complexes. C'est-à-dire que quand dans des notions liées à des mots qui ne représentent pas quelque chose qui existe forcément, pas un objet. Mais Ouais, ça, ouais, ça là. devient aussi un objet mental malgré tout. C'est-à-dire que dans ces cas-là, quand on échange quelque chose, on échange, tiens, il dit, ah ben, je voudrais la paix dans le monde. Je fais, ok, c'est quoi la paix? Ouais. Ouais, C'est c'est quoi la fou. paix? Ouais. Et j'imagine même pas aussi quand on apporte de l'affect, de l'émotion, justement, par rapport à ces représentations. Ça participe complètement, comme tu disais, par rapport aux animaux et la vision qu'on a par rapport à notre enfance. Enfin, donc il y a plein de choses qui se rajoutent à cette conception de la réalité qu'on a tous. Et en feedback, ça va conditionner tes comportements. C'est-à-dire, si Ouais. ton objet mental, il s'accompagne d'un émotionnel relativement négatif, t'imagines que ton comportement, il va pas être le plus constructif du monde. Non, 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 complètement. Ouais, ouais. Ouais, c'est fou. Et alors, comment l'évolution de notre cerveau est-elle contre-productive pour notre bonheur? Tu peux peut-être parler brièvement des quatre règles de fonctionnement de notre cerveau. Ouais, alors sur les quatre règles, mais on revient exactement à ce principe de réalité. C'est-à-dire que dans un principe de réalité, étant donné qu'on le construit avec ces petites briques d'image mentale et que dedans il y a nos anciennes expériences, nos anciennes mémoires, nos anciens traumas et toutes ces choses-là, effectivement, dans ces cas-là, si on reste accroché à ces mémoires-là et qu'on ne les fait pas évoluer, on va se retrouver à subir nos Hmm. propres comportements. C'est-à-dire que le cerveau, voilà, une des règles, c'est le cerveau rendra toujours réel ce sur quoi on se concentre. Ouais. On le voit, hein, c'est le type qui se dit tiens, je changerais bien de voiture, ah, j'hésite entre ce modèle-là et ce modèle-là. Puis tout d'un coup, il va se mettre à voir ces deux bagnoles toutes les 5 minutes dans la rue. Ouais, 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 ouais. Parce que ça lui occupe l'esprit, donc il va être accaparé par ça. Une femme qui se retrouve enceinte, elle voit des femmes enceintes partout. Alors, je dois le dire que j'étais enceinte il y a 3 mois et demi encore, et effectivement, je me dis, mais elles sont partout. Elles sont partout. Parce que ça devient une réalité importante et le cerveau, comme c'est une réalité importante, il se concentre dessus, donc il le rend visible. C'est-à-dire que c'est Ouais. toujours... il y a une terminologie qui est née au 19e siècle et qui existe encore maintenant, on appelle ça une hallucination contrôlée. C'est-à-dire que quand tu regardes avec tes yeux, tu as trop d'informations par rapport à ce que tu es capable de gérer, même inconsciemment. Et alors consciemment, c'est ridicule. C'est-à-dire on peut gérer 5%, peut-être même pas d'ailleurs. Donc le cerveau, l'inconscient est obligé de faire le tri. Ouais. Donc il va faire non seulement le tri dans ce qu'il va te laisser voir ou remarquer, et ça il va le faire en fonction de ce que tu as dans l'esprit à ce moment-là, et surtout il va faire aussi en fonction de ce que tu t'attends à voir. Et ça, C'est-à-dire que ce que tu vois, c'est une interprétation subjective de ce que ton inconscient pense
crois que tu t'attends à voir. La phrase était complexe. Mais on a compris, tu vois, ça me fait penser au... Je parle pas mal, moi, dans mon compte Instagram, par exemple, des douleurs neuroplastiques. Et c'est des douleurs chroniques, en fait, mais c'est des connexions neuronales qui ont été faites, qui ont renforcé la douleur. Et en fait, comme tu as peur de la douleur, tu as plus de douleur. Et comme tu as plus de douleur, tu as peur de la douleur. Voilà, exactement. Tu t'attends à avoir mal, donc tu vas C'est avoir ça. plus mal que tu aurais dû avoir mal. Exactement, donc c'est pour ça que Ouais. finalement, même quand tu penses à te baisser, si toi t'as mal au dos et que quand tu te baisses, t'as mal au dos, rien que le fait de penser, ça te provoque une sorte de douleur. Et c'est fou, hein, Ouais. donc c'est là où je me rends compte à quel point le cerveau et la neuroplasticité sont importantes. Alors heureusement, si on a créé ça, on peut décréer ça, entre guillemets, ça se dit pas, mais vous C'est m'avez compris. exactement, c'est-à-dire que nous on s'est conditionné à un moment donné, c'est comme apprendre à conduire, quand on apprend à conduire, on se met à apprendre à faire plusieurs choses à la fois, et au bout d'un moment on est en pilotage automatique, et on peut avoir une conversation, on peut écouter la radio, on peut faire d'autres trucs en même temps, et même Ouais. regarder le paysage de temps en temps, pas trop quand même. Mais c'est-à-dire que le cerveau il va gérer ça parce qu'on est sur un conditionnement. On trouve ça super, le problème c'est qu'on fait ça pour absolument tout. Ouais, complètement. C'est-à-dire qu'on est dans une conversation, et même dans une conversation, le cerveau, il est déjà en train d'anticiper ce qui s'attend à ce que l'autre personne dise. Ouais. Donc on est déjà en train de biaiser la conversation sur un principe subjectif. Ouais. Donc C'est on fou. est déjà en train de créer, nous, ce qu'on va dire après, alors que la personne n'a pas encore parlé. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui profitent pas du tout de la conversation, hein. D'ailleurs, on a tous été victimes pour diverses raisons de ça, parce qu'on est stressé, parce que je sais pas, on est dans une soirée, on connaît pas la personne et ça nous stresse, ou tu sais, il y a tous ces côtés-là, donc tu dis qu'est-ce que je vais dire après, tu sais. Et effectivement, et du coup, tu profites pas de l'instant présent. Hallucination contrôlée. Ouais. Et ben voilà. Oh Et je là là l'aime là bien là. celui-là parce que le terme hallucination, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que on n'est jamais en fait dans la réalité. Ouais, complètement. Et ce qui me rappelle, encore une fois, c'est un exemple tout bête, mais qui montre peut-être ce principe-là. C'était un de mes mentors sur les douleurs neuroplastiques. Il avait l'habitude que sa femme, au lit, dans la pénombre, lui apporte son petit déjeuner. Bon, très sympa. Et en fait, il mangeait une petite pomme avec du muesli. Et un jour, cette dame-là lui a apporté sa pomme, il l'a croquée, et en fait, la texture était complètement différente. Il a cru que c'était une pomme pourrie. Et en fait, non, il s'avère que c'était une pêche. Mais il a trouvé ça dégoûtant parce que dans sa tête, c'était une pomme. Il Tu vois? s'attendait à avoir autre chose. Voilà, exactement. Que des Donc détails il a comme ça. rejeté, là voilà. Ouais. Ouais, Donc tu vois, dans les cas de principe, tu parlais tout à l'heure, le premier, c'est on comprend pas le négatif. ouais. Il est très important évidemment parce que, encore une fois, si tu répètes, si tu te concentres sur quelque chose de négatif, tu vas le rendre réel, mais dans sa version positive. Évidemment, le type qui dit toujours je suis malheureux, je veux pas être malheureux, j'aimerais pas ne pas être malheureux, oh là, il faut que je trouve un moyen pour pas être malheureux, etc., etc. Le cerveau, au bout d'un moment, il fait, bon, c'est complètement con, mais c'est ce qu'il demande, donc on va y aller quand même. Malheureux, du coup malheureux, quoi, ouais. Donc il est concentré sur une seule chose, sur le fait d'être malheureux. Donc il va tout trouver effectivement dans son environnement pour justifier le fait qu'effectivement il est malheureux. Donc il va rien voir qui le permettrait de décrocher de cet état d'esprit. Et plus il fait ça, plus il s'embourbe. Hmm. Ouais. Donc c'est ouais, effectivement le truc, plus on se concentre dessus, plus on le rend réel. Et est-ce que tu penses que... Enfin, qu'est-ce que tu penses justement des mantras ou de le fait de contrôler un petit peu ses pensées pour les transformer en quelque chose de plus positif, sachant qu'effectivement, beaucoup de choses se passent dans l'inconscient. Alors ouais, et attention, c'est comme pour tout, c'est-à-dire que c'est toujours à double tranchant. Il faut toujours savoir ce qu'on met derrière. Tu parles de dans l'inconscient? Dans le mantra, il faut toujours savoir exactement ce qu'on met derrière. C'est-à-dire que la problématique parfois, c'est qu'on est en train de se concentrer sur quelque chose qu'on est en train d'essayer de fuir. Ouais. Donc tu es en train de jouer la polarité. Alors Si qu'il tu faudrait joues la plutôt accueillir. polarité, c'est-à-dire que accueillir, de toute façon, t'inquiète pas, hein, si ça va pas, t'accueilles à fond, il n'y a pas de problème. C'est généralement, tu le sens très très bien quand ça va Ouais, pas. c'est Donc clair. là, il n'y a jamais de doute, hein, tu vois, mais par contre, par exemple, je vais prendre un exemple tout simple. La méditation, si c'est fait dans une mauvaise approche, c'est ce qu'on appelle un œil du cyclone. Hmm. C'est-à-dire qu'on essaye de se concentrer sur la polarité de ce qui nous fait souffrir normalement. On essaye de se libérer d'un certain mal-être en essayant de trouver un apaisement. Mais le problème, c'est qu'on est en train de jouer une polarité. Si on joue une polarité, ça devient une fuite. C'est-à-dire qu'on passe d'un côté, on passe de l'autre. C'est-à-dire on garde l'énergie dans la même problématique.
on n'en sort pas de cette problématique, tu vois. Donc on alimente toujours la problématique de base. Que la polarité soit très positive de l'autre côté, ça n'a rien à voir, ça n'a aucune importance. Le fait est qu'on va se mettre à, malgré tout, alimenter en énergie ce qui nourrit la problématique initiale et qui fait qu'on a besoin de méditer. C'est-à-dire qu'en sortant de méditation, on replonge directement dans ce qui était problématique. Et parfois de manière encore plus raide, et ça devient plus en plus insupportable de ne pas être dans l'œil du cyclone. Oui, bien sûr. Parce que de l'autre côté, ça monte. Ouais, ça me fait Donc penser il faut toujours faire attention avec ce qu'on souhaite. Ouais, complètement. Et le principe de polarité est problématique. Ouais. Mais ça, faut qu'on en parle un petit peu plus, parce que je pense que c'est pas évident pour tous les auditeurs, et c'est pourtant très intéressant. Donc, on met ça de côté, et on verra avec mes questions si... Et tu sais, je pense que... À force, on est tous capables évidemment d'activer notre système nerveux sympathique, donc le fameux fight or flight, combat-fuite, ce qui est très utile et nécessaire pour répondre à la menace, qui est perçue ou réelle d'ailleurs. Mais par contre, souvent, on finit par rester dans ces états-là de sympathique, par exemple. Alors du coup, on finit avec un bon nombre de perturbations, de syndromes, etc. Ah ben, imagine un truc, c'est-à-dire qu'on a un objet mental qui se construit, et cet objet mental, c'est quelque chose qui est naturellement stressant en soi. Ton cerveau, quand il fait face à un danger et qu'il identifie le danger complètement, c'est-à-dire que tu entends un grognement derrière et tu vois un lion, tu te mets à courir parce qu'il n'y a pas de doute sur la nature du danger, tu te mets à courir, tu arrives à grimper dans un arbre, le lion se lasse, il s'en va, tu peux redescendre, tout va bien. L'orthosympathique, il va monter en flèche dans les tours, très haut, et ensuite il va redescendre tranquillement. Ça met un peu plus de temps à descendre quand même. C'est-à-dire qu'on passe en parasympathique pour redescendre tranquillement vers des taux de fonctionnement qui sont normaux. Ça marche parce qu'on a identifié le danger. Une fois que le danger s'arrête, c'est terminé. Il n'y a pas de problème. La difficulté commence à arriver quand on n'arrive pas à identifier un danger clair. C'est-à-dire en gros, si on est sur une zone de stress, mais le stress est plus ou moins virtuel parce qu'il est lié à un concept ou à une idée. Je te donne un exemple, il y a quelqu'un qui doit arriver comme un collègue dans le bureau, je ne sais pas s'il vient pour me prendre ma place, pour prendre la promotion que j'attends ou quoi que ce soit. Donc la personne là, elle est dans l'expectative, elle est dans l'attente. C'est-à-dire qu'elle sait qu'il y a un danger potentiel, mais elle sait ni ce que c'est, ni quand ça doit venir, ni l'importance, rien du tout. Donc en fait, ce qu'elle va se faire, c'est se mettre dans un niveau de stress orthosympathique léger. C'est-à-dire parce que c'est pas avéré, on n'est pas sur une attaque avec un prédateur ou quoi que ce soit, mais on est quelque chose qui affecte quand même la survie. Donc à ce moment-là, l'orthosympathique va s'installer et va durer le temps qu'on règle la problématique, qu'on identifie le danger ou qu'on s'en débarrasse. Donc ça peut durer des semaines, des jours, des semaines, des mois, des années. Et le problème, c'est que même à des taux relativement faibles, l'orthosympathique, quand on switch à ce moment-là, c'est-à-dire que on a moins d'approvisionnement en sang dans les organes de la digestion. Le sommeil va être perturbé, on a un peu plus de tension artérielle, un rythme cardiaque légèrement plus élevé que En gros, ça fatigue toute la machine. Complètement. Et si on le laisse traîner trop longtemps... Oui, voilà, exactement. Ça crée des syndromes, des maladies auto-immunes, etc. Mais c'est vrai que le pire, c'est que souvent... des dépressions au bout d'un moment, parce que le cerveau, il commence à en avoir marre de la pression constante. Donc, au bout d'un moment, il met rideau sur tout. Et en plus, on n'a pas qu'un seul stress dans la vie. Généralement, on en a plusieurs. Donc, en plus, ça fait l'effet cocktail qu'on n'aime pas du tout. Et c'était le truc aussi, tu vois, dans les fameuses 4 lois dont tu parlais, donc qui sont dans le livre, on ne fait pas la différence entre le réel et la fiction. S'il y a un lion ou une menace sur le territoire ou quoi que ce soit, c'est un danger. C'est un danger. Quel qu'il soit, c'est un danger. C'est ce qui fait qu'on est capable de réagir en allant au cinéma et d'avoir peur quand on voit un monstre, alors que consciemment, le monstre, on sait qu'il n'existe pas, il n'y a pas de problème, et ça ne nous empêchera pas d'avoir peur. Ouais. Et le pire, c'est qu'on aime bien finalement se faire peur. Ça veut dire qu'on est un peu accro à ce système sympathique. Parce que sinon, on n'aimerait pas regarder ça. Et moi, quand j'étais enceinte, d'ailleurs, j'aime pas regarder les films d'horreur ou des trucs comme ça. De zombies, ça va, ça fait moins peur. Mais moi, en étant enceinte, je m'étais dit, ok, interdiction de trucs de psychopathes, etc. Je veux du bisounours, quoi, pour nourrir de bonnes ondes mon bébé et moi-même, tu vois. Et c'est là où on se dit qu'on a un rôle à jouer. Oui.
En- Mais on aime bien se faire peur parce qu'effectivement, on se sent vivant aussi quand on est dans ces sensations-là. C'est-à-dire que on sent que le cœur s'emballe, il se passe des choses. Donc oui, c'est toujours intéressant. Ce qui est étrange, c'est que normalement, on se sent plus vivant quand on rit, quand on est dans la joie ou dans ce genre de choses. Mais, et c'est toujours le truc assez étrange, on s'accroche jamais à ces émotions-là. Parce qu'on est fait pour la survie, j'imagine. Non, parce qu'on les vit. On les vit sans retenue. Il y a un truc que tu trouves drôle, tu ris. Ouais, Et ouais. l'émotion passe parce qu'elle a rempli sa fonction. Oui, ouais, exactement. La réponse s'est faite. Alors La qu'effectivement, réponse est ouais, faite. ouais, Elle est acceptée, elle est acceptable, elle est construite, elle est logique, c'est pas elle une est menace. parfaitement intégrée, parfaitement acceptée. Donc en fait, dès l'instant où tu as une poussée de joie sur un truc, eh ben, la joie elle est montée, on est dans le plaisir, on est dans le bonheur. Puis une fois que c'est passé, quelques minutes après, hop, c'est retombé. Alors que le coup de Tandis que par déprime, on contre, n'aime pas le ressentir. le stress, on est capable de se le garder parce qu'on on veut pas y aller. On veut pas y aller, donc si on n'y va pas, le cerveau va maintenir ce truc-là en disant mais il faut vraiment qu'il écoute, il faut vraiment qu'il écoute, il y a un truc qui va pas. Et tu parles d'overdrive, hein, d'ailleurs. L'overdrive, ouais, là ça va être l'orthosympathique. C'est ce mode orthosympathique où on fait. L'overdrive, l'orthosympathique, d'une manière très schématisée, c'est un mode de combat. Hmm. C'est-à-dire que le corps se prépare à réagir parce qu'il sent qu'il y a un danger quelque part. Il va avoir juste une proportionnalité dans l'importance du danger liée à l'importance de la réponse, que ce soit une fuite ou que ce soit une lutte ou même où il y a la sidération, mais ça c'est encore autre chose. Et donc il y a une proportionnalité, mais c'est quelque chose qui permet au corps entier d'être prêt à réagir. C'est-à-dire que on peut pas se permettre qu'il n'y ait pas assez de sang, pas assez d'oxygène dans les muscles des jambes si on doit se mettre à démarrer au quart de seconde pour commencer à courir. Donc il faut que déjà ça commence à pomper. Hmm. Donc quand on a une frayeur parce qu'on a entendu un bruit, le cœur il est déjà monté de 20 battements par minute d'un seul coup. Ouais, on voit bien Si la on nuit entend quand un on dort tout grognement, seul. il va monter de 50 battements par minute. Ouais, c'est Il va clair. pas se poser la question, on est à fond. Non, non, complètement. C'est bien fait, hein. Et on a plein de comportements automatiques qui ne nous rendent pas service, hein, qui nous mettent des bâtons dans les roues, ou ne nous font pas avancer, ne nous rendent pas heureux. Pourtant, ils sont automatiques et inconscients, comme on en a parlé. Comment on peut faire pour changer ces comportements et en adopter des nouveaux? Parce que c'est difficile de s'en débarrasser. Et c'est de la même manière qu'on a mis les autres en place. Alors, il y a des trucs où on ne peut pas, comme je te disais, on passe déjà par la réaction. C'est-à-dire que c'est l'inconscient qui gère tout ce qui passe, qui vient de l'extérieur, et qui va gérer, qui va décider de la réaction appropriée avec l'émotionnel lié. Donc, quand on est en conscience, déjà, on n'a pas décidé de ce qu'on pensait du truc. Hein, ça vient tout cuit. On a un tout petit temps dans ce processus pour passer ce qu'on appelle d'un circuit court à un circuit long. Le circuit long, c'est ce qui va permettre d'utiliser le cortex. Donc c'est un thalamo-amygdalien, mais pas là, on va faire thalamo-cortico-amygdalien. C'est-à-dire on va mettre un truc entre la réponse. Donc en fait, on n'a pas exactement, comme je disais tout à l'heure, un libre arbitre, on a une liberté de veto. C'est-à-dire qu'on est capable d'arrêter la réaction qui est partie, voilà, de l'arrêter, ou au moins le plus rapidement possible, pour pouvoir prendre une seconde pour réfléchir. Hmm. Est-ce que c'est la meilleure méthode? Est-ce que c'est la meilleure? Est-ce que je veux vraiment agir comme ça compte tenu des résultats possibles? Dès l'instant où commence à se dire comment ou pourquoi, le cerveau, ça y est, il a pris un temps d'arrêt et la réaction, elle est désamorcée, il l'a mise de côté. Mais ça, il faut le conditionner. Parce que, comme je te disais, avec le sens de l'agence, on sent qu'on est dans la conscience, on sent qu'on a raison, on sent qu'on est bon, on sent qu'on est sur le truc, et du coup, on y va sans réfléchir. Et l'absence de réflexion fait que, bah, après, on peut pas se plaindre voilà, on peut pas se plaindre de tout ça. Et si on le veut le faire en conscience, ça veut dire qu'il faut s'arrêter à un moment donné. Et ça, c'est pas toujours évident. Surtout quand on Donc, est en plein dans l'action, en plein dans la réaction d'ailleurs. donc ça se conditionne. C'est ce qu'on appelle un pas de recul mental où pendant une seconde, on attend 2 secondes, là je suis en train de perdre des pédales complètement, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Mais pour faire ça, il faut se conditionner pour le faire. Ouais, Parce qu'on est tellement habitué à dire, bah non, je le sens là, c'est que j'ai raison, je suis en colère, c'est que j'ai raison d'être en colère, c'est lui qui a tort, forcément. Forcément. ouais. Alors qu'on s'arrête, est-ce que ça vaut même la peine que je sois en colère? Ça y est, je suis en train de me dire pourquoi. Hmm. C'est Ouais, terminé. Le cerveau, il dit, bah ouais, t'es en colère parce qu'on a toujours fait comme ça avant. ouais. Le mec, il te marche sur le pied, il te dit pas pardon, tu te mets en colère.
Canard. La colère, c'est quand on enfreint une de tes règles. Ouais. Pour le cerveau, c'est quand on enfreint une de tes règles. Mais il faut juste prendre une seconde de temps en temps pour vérifier que la règle n'est pas un peu con. Hmm. Notamment quand tu te fais doubler en voiture ou une petite queue de poisson et que tu pars tout Petite de queue de suite poisson. là. Ouais. Ouais, mais la queue de poisson à Paris, c'est 2,50 m. En province, c'est 25 mètres. La règle, elle n'est pas la même. Ouais, c'est clair. Ouais. Tu Donc, vois ce que je veux dire. Donc, ouais. en gros, l'objet mental qu'on a construit par rapport à ce genre de choses va définir les règles. C'est-à-dire que, tu vois, c'est toujours, et ça, je le prends vraiment le temps de l'expliquer dans le livre parce que c'est important, Hmm. on a nos valeurs, et c'est vrai que nos valeurs, c'est super, j'ai des super valeurs. Je fais, ouais, mais ta valeur, tu la définis comment? Elle se définit en fonction de tes croyances. Et les croyances se définissent comment? En fonction des règles. C'est-à-dire qu'admettons que tu as une valeur professionnelle très élevée, voilà, c'est hyper important, il faut être très professionnel dans la vie. Fait d'une personne à l'autre, ça veut rien dire. Tu vois? Et Ouais. fait, bah, par exemple, dans ma valeur professionnelle, j'ai la croyance il faut être ponctuel. C'est important d'être ponctuel. Super. Mais là, j'ai besoin de connaître ta règle. C'est quoi la règle de ta ponctualité? 5 minutes, 15 minutes, pile à l'heure, tu vois? Si c'est pile à l'heure, tu vas t'énerver tout le temps. Ta Hmm. règle, elle est excessive. Si tu as 20 ou 30 minutes de battement, je suis ok, 20-30 minutes de battement, tu vas jamais t'énerver. Si c'est 1 heure, tu risques de foutre en l'air ta valeur professionnelle Ouais. rapidement. Hmm. Ouais. Tu vois le truc? Ouais, Donc ouais, c'est ouais. toujours cette dynamique qui existe entre valeurs, croyances et règles. C'est-à-dire Ouais. deux croyances peuvent être en parfaite opposition entre deux valeurs et les rendre dysfonctionnelles. Ouais. Et ça, on le voit dans ton livre, effectivement, nous, en tant que lecteurs, on a l'occasion de travailler sur ça. Donc je pense que c'est Ouais, important de puiser dans ces ressources-là pour comprendre. Et c'est là, effectivement, où on peut se dire, ah ouais, en fait, non, cette valeur-là, bon, moyen bof, on va peut-être la retravailler un petit peu parce que la règle, elle était trop stricte ou pas assez ceci, ou ouais, ça me va c'est pas, ça me rend ça. pas heureux, etc. Et une Ouais. valeur parfaitement acceptable et appropriée, une croyance parfaitement acceptable et appropriée pour une valeur peut être en conflit avec une autre valeur. Par exemple. Je sais pas, tu prends deux types qui ont une valeur. La première valeur, c'est une valeur famille et la deuxième, une valeur professionnelle. Et le premier a la croyance que pour être dans la valeur famille, il faut être le plus possible à la maison. Mais dans sa valeur professionnelle, lui, il faut qu'il soit sérieux, donc il va faire un 9h-17h et il fera pas de rap jamais, mais il fera son taf exactement de manière hyper pro, hyper machin, tout ce que tu vois. Il va respecter ces deux valeurs. Et tu as l'autre type qui a les deux mêmes valeurs, et lui, par contre, il pense qu'il faut absolument que sa famille ne manque de rien. Donc il va, dans sa valeur professionnelle, bosser jusqu'à 22h tous les jours pour Mm. être sûr de ramener suffisamment d'argent pour qu'ils partent en vacances où ils veulent, qu'ils puissent acheter ce qu'ils veulent quand ils veulent, qu'ils aient absolument tout, que personne ne manque de rien. Ouais. Et le plus amusant, c'est que souvent, les gamins des deux vont se plaindre d'exactement du contraire. Ouais. C'est-à-dire, papa n'est jamais là, on a tout ce qu'on a besoin, mais papa n'est jamais là. Ou alors, papa est toujours là, on passe du temps avec lui, mais on n'arrive pas à avoir ce dont on a besoin, ou Ou on envie. fait pas d'activité, ou on n'a pas de sous pour Où on faire ne je fait sais pas pas quoi. Ouais. d'activité, où il n'y a pas machin, on part pas en vacances, on est toujours au même endroit, tu vois. Et c'est le truc, c'est-à-dire que c'est la difficulté quand on essaye de respecter ses propres valeurs et tout en étant en raccord avec son environnement. Mm. C'est pas évident. Non, complètement. C'est pas évident. Ouais, et c'est là où tu comprends qu'en fait on est tous des petits êtres qui essayons de faire ce qu'on peut avec nos petits systèmes de Avec ce qu'on croyances, de a. valeurs, de règles. Avec ce qu'on a. C'est un peu une lutte hein, quand même, hein. On a des sacrés Bah, cerveaux, c'est-à-dire mine de que la rien. problématique, tu parlais de plasticité, elle est là. C'est-à-dire que si on reste avec nos valeurs et nos croyances dans une dynamique qui est toujours fixée en disant bah, on va continuer de faire comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça et que si je suis pas mort, c'est que c'est déjà pas mal. Donc on revient dans l'idée de survie. Ouais. Ce qui ne me tue pas, bah, ne me tue pas. Donc c'est vachement bien. Euh, ça rend pas plus fort, hein, mais ça ne m'a pas Ouais. tué. Donc on va le garder parce que et ça devient tout le principe de la zone de confort. La zone de confort, c'est pas une zone confortable du tout, c'est pas une zone agréable, c'est juste euh, le merdier qu'on connaît. Ouais, ce qui nous paraît familier et donc safe, même si ça ne l'est pas, Et enfin même si c'est ça peut toxique. être épouvantable, Ouais. mais on le sait le gérer.
Et On comme on connaît sait le gérer, notre petite merde. on connaît l'odeur, on connaît tout. On sait exactement la gérer, on sait comment ça fonctionne et on sait comment faire pour que ça dépasse pas un niveau critique. Donc Ouais. le truc, voilà, c'est-à-dire qu'on va garder ça en disant, ben non, je peux pas changer et on est dans une peur du changement justement parce que si on change, on sait pas si ce qu'on va retrouver derrière sera pas pire. Pourtant, c'est là où réside probablement la guérison et le chemin vers plus de sens, d'alignement, de bonheur. Ouais, bah, ce qui se trouve en dehors de la zone de confort, c'est ce qu'on appelle la zone de génie. Ouais. Parle-nous-en, ça d'ailleurs, effectivement, t'en parles dans ton livre. Ouais, la zone de génie, c'est le seul moment où on accepte de prendre un risque pour sortir de ses croyances et de ses règles et pour voir s'il n'y a pas quelque chose qu'on peut explorer en dehors. Et le cerveau, il aime pas trop ça. C'est-à-dire que, encore une fois, fiction et réalité. Donc le fiction et réel, pour lui, c'est pareil. Euh, on est nos ancêtres, hommes des cavernes, avec tout un tas de prédateurs, le froid, tout un tas de choses pour faut trouver à manger. Enfin bon, c'était compliqué. Donc il faut toujours gérer les choses. Hmm. Quand on doit gérer les choses, il faut qu'on ait des règles qui soient bien calées. C'est-à-dire qu'on peut manger ces baies-là, mais on ne peut pas manger ces baies-là, sinon l'autre il est mort la dernière fois, il ne faut pas le refaire. Donc là, la règle, elle est calée, on ne peut pas le faire. Donc on a une croyance que ces baies-là sont dangereuses. C'est une croyance, c'est une croyance. Ok, peut-être que si on les cuit, elles ne le sont plus. Mais ils n'ont pas encore testé le truc. Donc voilà, donc c'est une croyance. Donc ces croyances-là, elles sont hyper implantées et elles assurent la survie de l'individu. Et pour le cerveau, toutes les croyances sont là pour assurer la survie de l'individu. Si on les a mises en place à un moment donné, c'est qu'on a tiré certaines conclusions, et de ces conclusions, on a construit ses croyances. Donc c'est des conclusions d'expérience d'une certaine manière. On n'a pas C'est ça. parlé de la qualité de l'expérience en question, hein. Ça peut être vraiment merdique à soi, il n'y a pas de problème, mais on est arrêté sur le fait qu'on ait une conclusion et que la remettre en question, c'est remettre potentiellement le fait qu'on se réexpose à un danger. Ouais, Donc naturellement, le cerveau ne veut pas le faire. Il a ouais. tendance à lutter pour ne pas le faire. Donc c'est les gens qui veulent changer, qui essayent, et qu'en fait on voit qu'elles se sabordent elles-mêmes dans cette espèce de mouvement en avant en disant ouais je sais qu'il faut que je le fasse pour aller mieux, mais J'y arrive pas. elles n'arrivent pas à le mettre en place. Il y a un truc, ça lutte, ça racle, c'est en friction complète, c'est parce que le cerveau, il est dans une peur de la mort de l'ego, et on ne peut pas lâcher ces petites parties égotiques parce qu'on les a engrangées un jour et qu'elles voulaient dire quelque chose, et que si on les lâche, on ne sait pas si on se met pas en danger. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que peut-être y aller peu à peu, décomposer ses objectifs pour pas se saturer, tu sais. Ce qu'on appelle en anglais titration. Tu vois, il y a les mollo-mollo, quelque part, c'est ça qui peut nous aider aussi à sortir peu à peu de Ça ces peut, croyances. ça peut, et puis il y a la technique du coup de pied dans le cul, et puis on y va, et on y va, et on se fait violence un petit peu, et on se conditionne, c'est-à-dire que sur un principe de conditionnement, c'est pas agréable au début, mais si c'est comme retourner, c'est comme on n'a pas fait de sport depuis des années, et retourner à la gym. Ah, les 2, 3 premières semaines, t'as pas envie d'y aller, hein. Hmm. Tu luttes, il y a tout qui lutte. T'as mal partout, t'as pas envie, ça fait chier, c'est fatigant, c'est épuisant, t'es sale, tu transpires, c'est dégueu. Enfin, t'as pas envie du tout. T'as pas envie du tout. Pourquoi? Parce que t'es en train de lutter contre une habitude. Bon, là, c'est pas une mauvaise habitude, forcément, mais Hmm. le principe est le même pour tout. C'est-à-dire que il faut remettre en place une nouvelle habitude, un nouveau rythme, un nouveau changement, et c'est pas toujours évident. Ouais, ouais. Donc, il faut se faire un petit peu violence parfois et se dire, bon, ben, on va y aller quand même, quoi. En tout cas, être conscient que si on ne sort pas de sa zone confortable, ça sera toujours la même petite vie. Est-ce qu'on est Ce heureux sera ou toujours la pas? même chose. Ça, c'est à vous de le décider. Alors, c'est toujours la différence entre le bonheur et le contentement. Hmm. Et le problème, c'est que c'est souvent le contentement. C'est ça, ouais. Ouais. Comment Tant que c'est... tout va bien, je suis content, ça se passe super, j'ai tout, je manque de rien et tout est heureux. Oh ben, Ça pourrait être ouais, pire. C'est ça, ouais, j'aime ça pas. pourrait être pire, voilà. Ça pourrait être La pire. fameuse phrase pourrie. Ouais, ouais, je vois. Ouais. Ça pourrait être pire. Et Ouais. tu vois, c'est un truc hyper important. C'est des biais cognitifs, on en a des centaines. Qui font qu'on réagit d'une certaine manière plutôt qu'une autre. Ils sont listés, je crois qu'il y en a quasiment 200 dans les principaux. Mais pour moi, il y en a un qui sort du lot et qui va, j'allais dire, nous pourrir l'existence relativement systématiquement. C'est l'attention à la perte ou l'attention au manque.
C'est-à-dire que, comme je disais, c'est comme l'émotion, que l'émotion de joie, elle passe rapidement. Par Ouais, contre, les autres, on a tendance à bien s'accrocher dessus parce qu'on ne veut pas y aller. Voilà. on y Et résiste. l'attention à la perte et l'attention au manque, c'est-à-dire que on peut avoir des centaines de trucs qui se passent bien dans nos vies, puis tout d'un coup, il y a un truc qui va pas et on ne voit plus que ça. Mm. On n'arrive même plus à voir les trucs qui se passent bien, tellement on est focalisé sur ce truc-là. Et Ouais, c'est incroyable parce que le cerveau, lui, il est en stress uniquement parce que ce truc, c'est une menace potentielle pour la survie. J'ai même pas une menace avérée, c'est une menace parfois que potentielle. mm. Et du coup, on ferme les œillères, on ferme les écoutilles et il n'y a plus que ça. Donc on est sur cette attention à la perte en permanence ou l'attention au manque et on rentre dans la peur. Ouais, je pense qu'on se sent un peu tous concernés par ce sujet-là, Et complètement. c'est épuisant ce truc parce que ça accapare, ça obnubile, ça focalise, ça occupe toutes les pensées. Et puis on en revient à cette fameuse règle de, ben, on rend réel tout ce sur quoi on se concentre. Et puis plus on se concentre sur quelque chose, ben, plus Sur ça le occupe manque, la et plus tête. on va manquer, ouais. Ah ouais, complètement. Ouais. La suite dans 2 semaines.